Le temps des palabres est fini. Si l'on veut sauver la Terre, il faut décider. Il faut un accord pour limiter le réchauffement de la planète. C'est en tout cas ce que martèle depuis des mois le rapporteur au Parlement européen du climat et précisément de cette COP21. Bonsoir Gilles Pargnot, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles, en Belgique. Vous êtes député européen. Il faut, je le disais à l'instant, un accord universel et contraignant. Ce sont les mots de François Hollande, d'emblée ce matin au Bourget près de Paris. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez indiqué à l'instant, je le martèle depuis ces derniers mois, en tant que rapporteur pour le Parlement européen. Il s'agit de la nécessité, c'est le combat du siècle, pour avoir non seulement un accord universel, mais aussi un accord contraignant juridiquement. Il s'agit maintenant d'être dans la décision, il ne s'agit plus uniquement de dialoguer ou de parler, ce n'est plus du blabla qu'il nous faut, c'est de la décision. Et cette décision doit nous permettre, dans 85 ans, c'est demain, des enfants qui naissent aujourd'hui vont vivre la fin de ce 21e siècle. Donc il faut limiter la température mondiale dans une augmentation de 2 degrés, voire d'1,5 degré, comme l'a rappelé le président de la République ce matin dans son discours d'ouverture. Alors, limiter la température de la planète, Gilles Pargnot, cela passe par limiter les émissions de gaz à effet de serre, du CO2, dont on entend beaucoup parler depuis des années. Pour bien que les choses soient claires et pour comprendre les enjeux, on va regarder ensemble ce reportage de notre partenaire France 2, très explicite sur cette question du CO2. Sur notre planète, nous n'émettons pas tous la même quantité de gaz carbonique. Un Américain en rejette 16 tonnes par an, un Chinois 7,2, un Européen 6,8 et un Africain une petite tonne seulement. Si l'Américain pollue le plus, c'est parce qu'il est riche. L'an dernier, il a pu dépenser 51 502 €. Il achète des produits dont le transport et le stockage émettent du CO2. Et surtout, il consomme beaucoup de pétrole pour faire rouler automobiles et camions, ce qui représente 40% de ses émissions. Si le Chinois est le deuxième pollueur de notre liste, ce n'est pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il fait tourner des usines qui produisent pour le monde entier. Des quantités colossales de charbon sont englouties en énergie, ce qui représente 72% de ses émissions de CO2. L'Européen, lui, émet peu de carbone. D'abord parce qu'une part importante de son industrie a été délocalisée en Asie. Ensuite, parce qu'il utilise l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables qui ne rejettent pas de CO2. Elle compte pour 25% dans sa consommation d'énergie totale. La France, elle, est carrément championne, avec 41% de son énergie qui vient du nucléaire. Celui qui pollue le moins, c'est finalement l'Africain. En 2013, il n'avait que 942 € à dépenser dans l'année. Il consomme donc très peu d'énergie et n'émet quasiment aucun gaz carbonique. Gilles Pargnot, député européen en direct de Bruxelles sur TV5 Monde. Alors on voit bien qui pollue, on voit bien aussi qui en profite. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie au fond à adresser des remontrances à la Chine ? Non, la Chine et les États-Unis sont les deux pays qui, dans le monde, émettent le plus de gaz à effet de serre, et on le voit, c'est quasiment 50%. Donc il faut que et la Chine et les États-Unis fassent des efforts, et je trouve que tant le président chinois que le président américain, ils l'ont redit ce matin, ont envie d'avoir une politique forte pour réduire fortement leurs émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir. Il va encore falloir convaincre ceux qui, au sein du Congrès américain, ne le souhaitent pas. Je pense notamment aux républicains américains. Et pourtant, c'est une survie pour notre planète. Ensuite, bien évidemment, nous devons, nous, Européens, continuer à être exemplaires ou à être à l'avant-garde de cette politique de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, j'ai des propositions dans mon rapport. Nous aurons des propositions à l'occasion de ce sommet international avec le commissaire Cañete, chargé du climat. Nous devons, en Europe, développer fortement les énergies renouvelables. Nous devons aussi, en Europe, développer fortement notre politique d'efficacité énergétique. Et puis, on le sait, ce sommet international va devoir prendre en compte les pays les plus vulnérables, en Afrique notamment, qui subissent de plein fouet
ce changement climatique avec la sécheresse, mais aussi des catastrophes naturelles. On le sait, si rien n'est fait, non seulement il y aura une augmentation trop excessive de la température mondiale, mais nous aurons aussi à terme 200 millions de réfugiés climatiques. Et donc il faut bien évidemment faire en sorte que la COP21 soit le lieu où on va décider de ce fonds vert de 100 milliards de dollars par an à compter de 2020 pour aider les pays les plus vulnérables. Alors justement, 100 milliards par an pour ce plan, mais vous le savez, Gilles Pargnot, on est en pleine crise économique. Est-ce qu'il peut y avoir un consensus pour mettre au point ce fonds vert ? Oui, puisque, vous savez, on dépense chaque année dans le monde 650 milliards de dollars pour financer les combustions fossiles. Donc ces combustibles fossiles qu'on finance à hauteur de 650 milliards par an, pourquoi ne pourrions-nous pas financer des politiques en matière d'énergie renouvelable à faible émission de gaz à effet de serre pour un montant de 100 milliards de dollars par an. Vous voyez, la différence, elle est énorme. Donc il va falloir effectivement que l'on ait, à partir de cette COP21, non pas seulement un sommet où il va y avoir cet accord universel et juridiquement contraignant, avec notamment une clause de révision quinquennale, mais il faut aussi que dans les têtes, ça change. Ça doit être un changement de paradigme économique à l'occasion de ce sommet international pour développer, par exemple, l'économie circulaire, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, mais aussi faire en sorte que nous puissions nous poser la question comment consommer autrement, notamment en matière d'alimentation, l'agriculture durable. Ça a été dit dans votre reportage, les transports émettent des émissions de gaz à effet de serre fortement, là aussi avec des transports qui ont des combustions à énergie fossile. Donc il va falloir que dans les années à venir, eh bien, avec comme point de départ cette COP21, nous puissions ainsi changer de paradigme économique. Alors, il y a toutefois cette question qui revient comme un leitmotiv depuis maintenant des années. On l'a entendu à Cancun, on l'a entendu à Copenhague, on l'entend aujourd'hui à Paris. Elle est à la une de la presse francophone, en Belgique, en France, au Canada, en Suisse. Le Nord est-il vraiment prêt aujourd'hui à mettre la main au portefeuille pour les pays les plus vulnérables, pour les pays du Sud? Je vous pose la question ce soir, est-ce votre sentiment ? Là aussi, il y a la nécessité d'être solidaire. Si on veut que nos enfants et petits-enfants, à la fin de ce siècle, soient fiers de nous, soient fiers des décideurs qui aujourd'hui participent à ce sommet international à Paris, eh bien, les décisions de solidarité doivent être prises non seulement pour permettre un développement et d'aider financièrement ces pays les plus vulnérables, mais c'est aussi protéger la santé de nos enfants et de nos petits-enfants, car là encore, nous devons ainsi toujours et encore, je pense notamment en matière de sécurité alimentaire, faire des progrès, y compris dans le nord de l'Europe. Et puis, on le voit bien, il y a 2 pays en Europe, je pense à l'Allemagne, je pense à la Pologne, qui doivent abandonner l'industrie charbonnière. Alors votre rapport remis il y a tout juste un mois préconise également, Gilles Pargnot, une diminution de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a un consensus à ce sujet en Europe? Diminution d'ici 2030, hein, c'est quasiment demain. Est-ce qu'il y a consensus au sein des 28? Voilà. C'est là qu'il va falloir faire des efforts, puisqu'on a diminué depuis 1990 de 20% quasiment, et là on va devoir en 15 ans avoir cet objectif de diminution de 40%, comme c'est indiqué dans mon rapport. Les 3/5 du Parlement européen ont adopté mon rapport avec cet objectif important et ambitieux. Donc il va falloir que nous puissions convaincre avec le commissaire Cañete et au sein du Conseil européen, dans les mois à venir, dans les années à venir, eh bien, en ce qui nous concerne, nous les parlementaires européens, en ce qui me concerne, nous serons vigilants pour faire en sorte eh bien, que cette clause de révision quinquennale soit mise en œuvre pour que nous puissions ainsi, en 2030, avoir atteint l'objectif que nous nous fixons aujourd'hui en Europe. Gilles Pargnot, la conférence de Copenhague au Danemark il y a 5 ans est encore dans tous les esprits. Comment faire selon vous pour éviter un nouvel échec? Ça a été effectivement pour nous une meurtrissure que d'avoir cet échec de Copenhague. Penser que autant de chefs d'État et de gouvernement n'ont pas réussi à s'entendre pour permettre à nos enfants et nos petits-enfants de vivre comme il le faut dans les années à venir, c'était vraiment
Oui, je le répète, une meurtrissure. Là, vous avez vu que la méthode a été différente. Nous avons demandé à chaque délégation de transmettre une contribution nationale, ce qui a été fait pour quasiment 160 pays, notamment les pays majeurs. Là, vous avez 196 délégations au monde. Vous avez aujourd'hui la présence de près de 150 chefs d'État et de gouvernement. Là, les négociateurs vont reprendre ce qu'ils avaient entamé à plusieurs reprises à Bonn ces derniers mois, la discussion pour trouver ainsi une proposition de draft, de notes, et puis la semaine prochaine, avec les ministres, les politiques qui seront présents, et je serai présent avec la délégation de l'Union européenne, eh bien nous allons ainsi faire en sorte, en relation aussi avec nos chefs d'État et de gouvernement, eh bien de trouver cet accord universel, juridiquement contraignant, qui permette ainsi de répondre à cette survie planétaire. Optimiste, vous l'êtes, Gilles Pargnot? Déterminé, car on le voit bien, et qu'il y a encore du boulot au cours de ces 11 jours de ce sommet international. Et en même temps, la détermination est totale. On l'a vu dans les déclarations de ces chefs d'État et de gouvernement qui se sont succédés aujourd'hui au Bourget tout au long de la journée. Ils ont envie que, effectivement, l'accord de Paris soit trouvé. Ils ont envie que nous passions une étape positive pour permettre effectivement d'aller vers ce changement de paradigme économique, mais aussi vers cette lutte que nous devons avoir contre le changement climatique. Il y a ainsi une détermination que l'on a constatée. Vous savez, le protocole de Kyoto en 1997, seuls 37 pays développés l'avaient signé. Là, aujourd'hui, c'est 196 délégations qui sont présentes avec la présence au cours de cette journée de près de 150 chefs d'État et de gouvernement. C'est pas rien. Et puis je pense que c'est la leçon de l'échec de Copenhague en fin d'année 2009 qui montre que en cette fin d'année 2015, les conséquences de ce non-accord, de cette hausse de température comprise entre 4 degrés et 6 degrés si rien n'est fait, est telle que la responsabilité politique est majeure et on doit trouver effectivement un accord.